Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau télévision de Corrèze Télévision, sur le forum des lecteurs. Vous êtes à la foire de Brive. Bienvenue à tous avec Jérôme Leroy, bonjour, auteur de Loup avant tout chez Syros, Aurélie Wellenstein, Mère morte chez Scrinéo, et Raphaël Bott, qui est rédactrice en chef de ce nouveau magazine, de ce MOOC pour adolescents, pour collégiens, qui s'appelle Dong, et qui est donc édité par Actes Sud. Alors, on a deux romans d'anticipation sur la table avec un MOOC, des romans d'anticipation qu'on appelle aussi des dystopies, qui sont donc des projections dans l'avenir, mais plutôt pessimistes. Pour les collégiens, donc ce magazine Dong, dont va nous parler Raphaël Bott, qui a la particularité de s'adresser à des jeunes, d'aborder des thématiques très environnementalistes. Donc des romans et une revue qui tirent peut-être la sonnette d'alarme sur ce qui pourrait nous attendre, sur des scénarios que vous échafaudez si on ne fait rien, si on ne prend pas les mesures pour un petit peu changer notre manière de vivre et de consommer. Imaginez un peu notre planète Terre dans 20 ou 30 ans comme un immense désert d'où les océans auraient disparu. C'est le cauchemar que vous avez imaginé dans Mère morte, Aurélie Wellenstein, mais le mécanisme des marées existe toujours. Alors on a la marée qui monte, et puis là, on a ces spectres qui arrivent, ces anciens animaux marins qui arrivent sous forme imaginaire, avec la particularité de pouvoir aspirer l'âme des survivants. Alors, comment un tel scénario est arrivé jusqu'à vous ? En fait, c'est assez mystérieux. On me demande toujours comment vous avez eu cette idée. Juste pour vous repitcher un peu le roman, donc en fait, les humains ont tué la mer, les humains ont massacré les océans, et ils ont disparu, et les océans et la mer reviennent sous forme fantôme, hanter les hommes. C'est vraiment un tribunal de la nature, c'est vraiment une vengeance de la nature. Ce sont ces marées hautes qui déferlent partout sur le monde, pas seulement là où la mer existait avant. Elles peuvent envahir absolument toutes les zones du monde, avec dans les flots fantômes, des animaux fantômes, des dauphins, des baleines, des poissons, qui viennent donc réclamer vengeance après ce que tous les hommes leur ont fait subir. Et donc cette idée, en fait, m'est venue de façon très brutale. J'étais en train de conduire, j'étais en voiture, et d'un coup, elle a déferlé sur moi. J'ai l'impression, c'est quelque chose auquel je tiens, justement, ce choc, cette puissance des idées. Et j'aime que les idées arrivent comme ça, de façon très brutale. Et j'ai l'impression que, finalement, elles viennent un peu d'ailleurs, que je suis juste un vase communiquant entre les idées qui planent dans l'air du temps et le texte. C'est-à-dire que je vais finalement accoucher une idée sur le papier qui sera venue, je ne sais pas vraiment d'où, quoi. C'est l'inspiration, c'est comme inspirer l'air, et c'est pour ça que je parle d'air du temps. C'est quelque chose qui est dans l'actualité, qui flotte, et que nous, les écrivains, en fait, on va incarner dans nos textes. Est-ce que c'est un sujet qui vous tient à cœur personnellement dans votre vie ? Est-ce que vous êtes une militante écologiste ? Oui, tout à fait. Alors là, c'est vraiment un récit qui est engagé écologiquement. Mère morte, c'est une façon de parler à travers le prisme de la fantaisie des choses qui arrivent à l'heure actuelle dans notre monde et ce qu'on fait subir aux océans. J'ai choisi un format fantastique, mais au sein du roman, on a donc des séquences que j'ai appelées les séquences rêves, où le personnage principal va incarner un animal marin. Il va incarner un dauphin, il va incarner un poisson, il va incarner une baleine, il va incarner un requin, dans des moments tragiques de leur existence. Et ça permet, je l'espère, au lecteur de se mettre à la place de l'animal et de rentrer en empathie avec lui pour pouvoir après réfléchir à ce qui se passe actuellement dans le monde et avec les océans et les animaux marins, et se dire, bah là, stop, il faut qu'on arrête nos bêtises et qu'on agisse pour ces animaux, parce qu'avec la surpêche, avec le plastique, avec la pollution, on est vraiment en train de faire des dégâts considérables. À l'horizon 2048, on pourrait imaginer qu'il n'y aurait plus de poissons dans les océans. Il est vraiment temps d'agir maintenant. Donc c'est aussi ça que je voulais faire à travers ce roman, c'est prendre un engagement fort, c'est taper très fort, c'est taper le plus fort possible pour cette prise de conscience. Qui sont vos lecteurs ? Parce qu'on est sur un plateau qu'on a brièvement, rapidement appelé plateau jeunesse. Est-ce que votre livre ne serait pas nécessaire aussi dans la littérature adulte ? En fait, moi, j'écris des romans qui sont assez... les frontières sont assez poreuses. C'est-à-dire que j'ai des romans qui sortent ce qu'on appelle chez les jeunes adultes,
Les lecteurs que je vois en dédicace, en général, ont entre 18 et 25 ans. Ce sont vraiment des jeunes adultes. Et après, quand mes romans ressortent en poche, chez Pocket, ils sont classés directement au rayon adulte. Donc ça permet à mes histoires de balayer deux publics, le public plus jeune et le public adulte. Je trouve ça assez intéressant. Je vois opiner du chef Jérôme Leroy, parce que c'est un peu le cas aussi de vos romans. Et en plus, vous êtes auteur adulte, oui, mais vous êtes auteur jeunesse. Oui, pour Loup après tout, qui est un roman dystopique, mais pas aussi pessimiste que ça. Enfin, je tenais à le dire quand même, c'est le monde de l'effondrement, mais précisément tout l'enjeu du roman est de savoir comment on peut remonter la pente, comment on peut préserver des poches de bonheur, et même si c'est l'enfer. Ouais. Et aussi, il y aura un tome 3 qui sera sur l'idée de la reconstruction d'une utopie, et qui marchera cette fois-ci. Pour ce que venait de dire... voilà, ce qui vient d'être dit, c'était que, en fait, moi aussi, je pense que les frontières sont profondément poreuses, et que pour avoir pratiqué la littérature adulte en première intention, si je puis dire, je m'aperçois en fait que la littérature ado ou jeunes adultes, c'est exactement les mêmes sujets que je traite. C'est simplement, éventuellement, si je devais faire une différence, la question du point de vue, c'est-à-dire qui prend en charge le récit. Et en l'occurrence, pour moi, là, c'est une survivante qui est une adolescente, qui est d'abord une petite fille, puis une adolescente qui n'a connu que ce monde-là. C'est elle qui prend en charge le récit. À partir de ce moment-là, c'est son point de vue. Donc, en première intention, ça peut intéresser... Effectivement, je m'adresserai à des gens qui ont entre 15 et 18, 19 ans. Un peu plus, un peu moins. Mais je m'aperçois de toute façon qu'effectivement, très pratiquement, même dans les gens que j'ai pu rencontrer sur la foire, qu'effectivement, des adultes les achètent, soi-disant pour leurs enfants, mais je sens très bien qu'ils vont en être les premiers lecteurs. Alors, brossons un peu le tableau de Lou après tout. Il y a deux personnages principaux. Il y a donc Lou, qui est une jeune adolescente, qui a été recueillie par Guillaume, qui est un trentenaire. Mais un trentenaire, on a l'impression parfois que c'est même presque un vieil homme, qui a tout connu, tout vu, qui connaît le monde avant le grand effondrement. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire le roman, en fait, a plusieurs dates, mais je ne les donne pas dans l'ordre. La première, c'est le 13 juin 2040 à 21h47. Si vous avez quelque chose de prévu, c'est fichu, puisque tout s'arrête. Donc, vaut mieux prévoir, vaut mieux vous préparer, je vous préviens. Et après, donc, c'est à ce moment-là que Guillaume, qui n'a que 18 ans, qui est un tout jeune homme, découvre, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sauve Lou, qui d'ailleurs ne sait même pas qu'elle s'appelle Lou. C'est lui qui la baptise comme ça parce qu'il adore Apollinaire. Et il récupère cette petite fille, et donc c'est ce couple improbable que je reprends, enfin quand le roman commence, il y a 13 ans que ça dure. Et donc c'est pour ça que lui, il a 30 ans et que il fait plus, parce que c'est dans un monde où effectivement... on vieillit plus vite. Par la force des choses, c'est un monde qui finalement est revenu profondément en arrière, mais pas dans ce qu'il y avait dans le meilleur du monde d'avant, mais dans ce qu'il y avait peut-être de pire. Et Lou, elle, est devenue une adolescente cette fois-ci, à peu de choses près, parce qu'on ne sait pas exactement sa date de naissance, donc elle a 16 ou 17 ans. À la différence de Aurélie Wallenstein dans Mer morte, vous, les océans n'ont pas totalement disparu, et vous plantez le décor dans un endroit que vous connaissez bien, parce que vous avez été professeur de français à Roubaix pendant de longues années. Et donc Lou, après tout, ça se passe dans le nord de la France, dans ce Nord-Pas-de-Calais, sur le Mont Noir. Le premier volume, ça se passe même très précisément dans les Flandres, c'est-à-dire la partie qui est entre l'île et la mer, qui est une plaine en fait, avec seulement les monts des Flandres. Et parmi il y en a un qui s'appelle le Mont Noir. Et en fait, c'est parce que c'est assez dangereux de ne pas être en surplomb dans ce monde-là. Effectivement, mais ça bouge déjà dans le deuxième volume. En fait, dans le troisième encore plus, puisque l'ensemble du troisième se placera sur le plateau de Mille Vaches complètement. L'ensemble du troisième qui paraît début janvier, voilà, qui s'appelle La bataille de la douceur, ça sera pour l'essentiel autour des Moutiers et du plateau de Mille Vaches. Donc voilà, c'est pour des raisons qu'on peut déjà deviner dans le premier roman d'ailleurs. On est dans de la science-fiction, mais il y a énormément de clins d'œil à la littérature adulte, à la littérature, vous parliez d'Apollinaire, la petite jeune fille qui s'appelle Lou, et puis ça se passe aussi dans une maison qui n'est pas anodine, parce que c'est la maison où il trouve refuge, qui est l'ancienne villa pour écrivains. Oui, c'est ça, c'est la villa Yourcenar. En fait, la villa Yourcenar, elle est sur le Mont Noir, et c'est ce qui reste de la grande maison, du grand château de la famille Yourcenar, enfin Crayancourt qui avait. Et cette maison-là sert maintenant pour des résidences d'écrivains.
C'est un endroit très beau. Et il est d'autant plus intéressant qu'il surplombe. Voilà, on imagine le plat pays. Bon, ben voilà, il faut faire attention parce que par là, c'est pas plat du tout. Voilà. Alors c'est pas non plus les monétières, par exemple, hein, mais c'est quand même des hauteurs. Et donc ça leur permet à un moment de faire une pause, un bref moment. Un point commun aussi entre vos romans, ce sont les mangeurs d'âmes. Alors vous les appelez différemment. Donc vous avez des spectres, des animaux sous forme de fantômes, et puis vous avez des cibs, et puis une armée de bougeurs qui ont la particularité de marcher en groupe et d'aller aspirer des personnes qui sont plus faibles que les autres et qui se font aspirer ou mordre. C'est le problème d'ailleurs, il faut échapper aux morsures puisqu'on est contaminé immédiatement et après il nous reste 48 heures avant de se transformer soi-même en bougeur. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait c'est la mythologie du zombie qui plaît beaucoup en ce moment chez les adolescents. Sachant que c'est assez étonnant de savoir qu'il y a 25 ans, parce que j'ai un peu de recul, c'était le vampire. Maintenant, c'est le zombie. Pourquoi ? Bon, parce que je pense qu'ils ont déjà vu qu'on vivait parfois déjà comme des zombies. Et la particularité de mes zombies, je ne prononce jamais le mot. Je ne prononce jamais le mot zombie dans le roman. C'est qu'en fait, les cibs ont été victimes d'un virus qui a été introduit dans la réalité virtuelle. C'est-à-dire parce que comme les 3/4 des gens trouvent la société tellement insupportable, ils ont le cerveau qui a grillé à cause des jeux vidéo pour aller vite. Et les deuxième plaie de la société, c'est du monde dans lequel on vit, c'est le recours massif aux antidépresseurs, aux anxiolytiques. Enfin, on est les champions du monde. Et là, à un moment donné, peu de temps avant le 13 juin 2040, on trouve une molécule miracle, la thymosomaline. Tout le monde se sent beaucoup mieux, sauf qu'il se trouve qu'elle va avoir, là je raconte pas non plus, mais un effet secondaire absolument désastreux. Voilà, et qui créera cette deuxième sorte d'errants qu'il vaut mieux éviter. Alors Raphaël Botte, je ne vous oublie pas, je vous redonne la parole dans 2 minutes, mais je voudrais revenir à Mère Morte pour faire le pont avec cette histoire de... Vous aussi, vous êtes interpellé par le problème du psychisme, puisque le seul personnage qui les guide un peu, qui guide ces survivants sur le bastion qui reste sur ce bout de rocher, c'est un exorciste, vous l'avez surnommé l'exorciste, mais il a la particularité de pouvoir faire front au spectre. Et en fait, tout se passe dans l'esprit. C'est-à-dire qu'il est plus fort que les autres et il peut créer un dôme de protection pour les autres survivants. Donc, vous étiez attaché à montrer que finalement, c'est plus l'esprit que les muscles qui peut défendre les humains, parce que c'est pas forcément l'exorciste, c'est pas quelqu'un qui est particulièrement grand et fort. Il n'a pas d'armes sur lui pour se défendre. C'est marrant que vous disiez ça parce qu'effectivement, je crois que c'est un point commun de beaucoup de mes personnages. Ils ne sont pas forcément les plus forts physiquement. C'était déjà le cas dans le Dieu oiseau où le personnage principal était confronté à des épreuves terribles et c'était pas lui forcément le plus compétent sur le papier parce qu'il était très faible physiquement. Et donc là, dans Mère Morte, effectivement, j'ai choisi comme personnage principal un exorciste qui lui se bat sur le plan psychique. Et par contre, ce qui m'intéressait aussi avec ce personnage, c'est qu'il est amené à protéger les humains des fantômes grâce à son pouvoir, mais il est lui-même, en cachette, ami avec un fantôme. Il est accompagné tout au long du roman par un dauphin. Alors c'est une femelle, donc je dis une delphine. Il est accompagné par une delphine fantôme qui va aussi pouvoir apporter un peu de légèreté dans le récit et un peu d'humour parce que le personnage du dauphin est assez drôle et peut amener à faire des petites facéties. Et donc je trouvais ça assez intéressant de marier les deux personnages entre le fantôme et l'exorciste qui avancent ensemble à travers l'aventure. Et on voit votre intérêt à tous les trois contre peut-être ce qu'on appelle les réseaux sociaux aujourd'hui, de vouloir ramener les enfants, les jeunes à la lecture au papier. Donc c'est un des objectifs de la revue Dong. C'est assez courageux peut-être de votre part à tous, chez Actes Sud, vous, Raphaël Botte, la rédactrice en chef, de vouloir créer un magazine papier à l'heure où on dit que les jeunes décrochent du papier et sont tout le temps sur leur tablette. Alors quel était votre constat ? Je ne sais pas si c'est courageux, j'ai une phrase maintenant que je dis un peu régulièrement, c'est que j'ai l'impression que le défi est à la hauteur de l'enjeu. Mais après,
nous, on n'a pas envie d'arriver non plus en leur disant toutes vos habitudes, elles sont pas bonnes et il faut revenir à ça. On ne sait pas du tout non plus la posture. C'est de proposer quelque chose en plus et qui est effectivement radicalement différent. C'est-à-dire que ils sont effectivement, ils s'informent avec peut-être des notifications, sûrement des chaînes Tout Info. Et là, c'est trimestriel et c'est des reportages qui sont assez longs, effectivement, sur papier. Donc l'approche, elle est dans une temporalité et un objet radicalement différent. Et quand on leur présente, et quand on leur explique, et quand on les amène, le fossé, il me paraît beaucoup moins énorme que quand on est en train de le concevoir. Finalement, dans la pratique, il y a heureusement plein de petits moments magiques où je me rends compte que oui, il faut l'accompagner. Mais il y a quand même une appétence qui est réelle. Voilà. Combien d'abonnements aujourd'hui avec Adong? Alors, on n'a pas encore atteint nos objectifs. Donc, on n'en parle pas. Donc, la revue a démarré en janvier. Donc là, on en est au 4e numéro qui est sorti là, à l'automne. Et on a moins de 1000 abonnés. Et il faut qu'on ait... Enfin, il faut... C'est pas le Téléthon, hein, mais on a l'objectif d'atteindre ces 1000 abonnés en un an. Voilà, parce que c'est pour qu'elle soit aussi viable. Et on la trouve aussi en librairie, mais c'est vrai que ces abonnements sont nécessaires. Voilà, mais pour l'instant, je fais aussi tout ce travail de la faire connaître, parce que c'est encore un bébé. Là, je rencontre énormément de gens et à chaque fois, on me dit « Ah, non, je connais pas ». Donc, elle démarre, elle se lance, elle fait son chemin. Est-ce qu'on peut expliquer en quelques mots ce qu'est un MOOC? Parce que ça existe aussi pour les adultes. Donc, on connaît 6 mois, 21e, qui sont des magazines à mi-chemin entre des livres, des nouvelles, parce que les reportages sont très longs. On peut les garder aussi. Il n'y a pas l'objectif d'être dans l'actualité chaude. Et puis aussi le côté journal, parce qu'il y a quand même des petites rubriques qui parlent de l'actualité des 3 derniers mois. Exactement, et c'est ce que je dis aux ados et à leurs parents et aux professeurs documentalistes à chaque fois, c'est que c'est vraiment entre le livre et entre le journal, c'est vraiment une revue, voilà, et c'est, oui, effectivement, on peut la garder, la picorer. Il y a des rubriques qu'on retrouve d'une fois sur l'autre, et à chaque fois, il y a 2 longs reportages qui parlent du monde qui les entoure, et donc aussi beaucoup de sujets environnementaux, parce que c'est la réalité d'aujourd'hui et qui sont très concernés. Donc il y a tout ça qui fait que c'est en lien avec l'actualité, et même si c'est trimestriel, l'idée c'est quand même qu'on sente qu'elle soit vraiment faite en 2019. Et voilà, c'est pas non plus totalement désincarné de l'actualité, quoi. C'est à un autre rythme, voilà. Alors vous-même, vous êtes journaliste, vous avez commencé à Arrêt sur Image, donc vous avez commencé par la télévision et vous êtes allé vers la presse écrite, que vous n'avez plus lâché. Vous avez été longtemps journaliste à Mon Quotidien. Pourquoi la presse jeunesse vous a toujours captivé? En fait, je suis allée dans une école de journalisme pour travailler en presse jeunesse. Il se trouve que j'ai fait mon stage de fin d'études à Arrêt sur Image, qui était effectivement une émission de télé sur France 5. Mais il y avait une rubrique qui se tournait dans les collèges. Et c'est cette rubrique-là dont je me suis occupée pendant 4-5 ans. Mais j'avais quand même comme objectif d'aller vers la presse écrite. Et puis les hasards et les rencontres ont fait que ça a été possible à un moment donné. Et là, j'ai encore moins envie de la lâcher aujourd'hui en créant ça. Et souvent, on me dit, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est un peu... c'est une charrette à l'époque des voitures de course, mais pas du tout. Moi, j'essaye vraiment de lutter contre cette idée-là, mais c'est vraiment un préjugé, quoi. Voilà. Et vous-même, qui vous engagez auprès de la jeunesse, est-ce que vous avez l'impression que dans ce cas-là, votre métier de journaliste, il y a presque une idée de vocation de se mettre au service public? Est-ce que vous formez aussi les jeunes esprits qui seront les adultes de demain? Est-ce que vous avez cette pression sur les épaules, ou est-ce que c'est moi qui imagine un peu trop? Je me le formalise pas de cette manière-là, ça serait un peu prétentieux. Je me suis pas investie d'une mission. J'aime le faire, j'aime avoir ces discussions, j'aime avoir ces débats. Après, j'aime aussi qu'ils me contredisent, parce que quelquefois, c'est souvent le cas même, et j'aime aussi que mon idée sur l'actualité, sur la façon de leur en parler, évolue en me confrontant à ces ados. Donc, voilà, après, je me dis pas du tout que c'est une mission de service public, je suis pas... mais en revanche, j'aime vraiment ce contact-là, et j'aime vraiment qu'on le fasse ensemble. Et vous faites ensemble de quelle manière? C'est-à-dire vous rencontrez des jeunes, vous allez dans les écoles pour faire des questionnaires, des tests? Je vais beaucoup dans les... Là, j'essaye d'en le faire un maximum, d'aller dans beaucoup de collèges, dans beaucoup de CDI, et on fait beaucoup d'ateliers. Je fais pas forcément de... Les questions viennent sur le métier, la presse, le journalisme, même aussi un peu des attaques aussi sur les fake news, sur la façon de... Ils nous titillent là-dessus, et ça, c'est aussi super. Après, je fais beaucoup d'ateliers où on construit ensemble un chemin de fer, c'est-à-dire qu'on réfléchit à des sujets, on vote ensemble, et on construit des
les unes. Donc c'est un peu des ateliers autour du journalisme et des questions qui les intéressent. Donc voilà. Et moi, ça m'aide aussi à construire après les sujets à venir. Jérôme Leroy, vous qui avez été professeur aussi de français, en plus dans des zones prioritaires, apparemment c'était vraiment une vocation chez vous, une volonté de rester dans ces collèges ou lycées plus compliqués qu'ailleurs. Maintenant que vous écrivez aussi pour la jeunesse, est-ce que vous vous sentez investi d'une mission auprès de cette jeunesse pour la former ? Non, alors surtout pas, je veux dire, c'est pas... Non. Vous êtes dans le divertissement ? J'ai pas de... Oui, alors c'est... L'un n'empêche... Enfin, je trouve toujours un peu plombant de parler de littérature engagée comme si je faisais le catéchisme. Non, il se trouve que on parlait de l'inspiration tout à l'heure. Moi, l'inspiration, je ne sais pas si ça existe. Ce que je sais, c'est qu'il y a des choses qui me font peur. Et je ne suis pas le seul apparemment, parce que quand on rencontre des jeunes, par exemple, dans les établissements scolaires, ce que je fais beaucoup, et ce que j'ai vu évoluer, parce que ça fait 10 ans que je ne suis plus enseignant, c'est qu'ils ont intégré l'idée que ça n'allait pas pouvoir continuer comme ça et que finalement, pour des raisons écologiques, sociales, politiques, les choses n'étaient pas, c'était pas la grande forme. Moi, il se trouve que je ressens la même chose et que quand j'ai envie de raconter une histoire, je parle de ça. Mais je ne parle pas de ça en donnant des solutions ou en indiquant des messages et en le faisant. Alors déjà, je ne le fais pas pour les adultes, mais encore moins pour la jeunesse. C'est-à-dire qu'en disant, voilà, en gros, ce que tu dois penser à la fin, c'est ça. Enfin, je refuse l'idée d'une littérature démonstrative. C'est d'abord un roman où il y a de l'action, où il y a de l'amour, où il y a de... Et puis, il se trouve que quand je rencontre du monde, on peut réfléchir à ce qu'était cet univers et qu'est-ce qui se passe et quels sont... Je préfère plutôt aider à reformuler des questions qu'à apporter des réponses. Mais je confirme d'ailleurs, après avoir lu vos 2 premiers romans de cette série, que vous ne donnez aucune solution, mais que vous êtes plutôt dans le questionnement, ce qui est déjà énorme, parce qu'en fait, aider les gens à réfléchir, aider les gens à se poser des questions, et en plus, a fortiori quand c'est des jeunes, c'est déjà énorme. Voilà, c'est-à-dire que moi, les retours que j'ai eus, que ce soit des retours critiques ou des retours de lecteurs, notamment par exemple sur le premier volume, c'était l'idée que, c'est très très fréquent en ce moment les récits post-apocalyptiques. Je serais presque tenté de dire que c'est à la mode. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de rendre le processus qui amène à l'effondrement, à la grande panne, le plus vraisemblable possible. Et de ce côté-là, j'ai eu des retours qui m'ont fait très plaisir. Parce qu'effectivement, j'ai même eu, j'ai rencontré une ado à qui j'ai signé un roman qui était... j'ai cru que c'était un documentaire. Je dis, j'espère que non. Voilà, sur en tout cas la partie qui amène à l'effondrement entre les 5 ans de Guillaume et 2040. Oui, parce qu'en fait, il y a un gros flashback dans le premier tome qui permet de comprendre ce que c'est que le grand effondrement. Et ça, j'ai vraiment été très attentif à cette partie parce que précisément, je voulais montrer, je n'ai jamais fait que grossir des lignes de force existantes aujourd'hui. C'est-à-dire une montée des extrémismes, des vrais gros problèmes environnementaux, des disparités, des inégalités qui se creusent de manière délirante. C'est pour ça que j'ai parlé de la séparation, par exemple, dans le roman, où à un moment donné, on fait physiquement un mur entre les quartiers difficiles et les centres-villes. Ce mur-là, il n'existe pas encore en tant que matériellement, mais il est déjà là dans la façon dont les villes sont organisées. Donc finalement, je ne fais voilà. Et assez logiquement, enfin c'est ce que j'essaye de montrer, c'est qu'assez logiquement, si ça continue comme ça ne peut que s'effondrer. Mais c'est pas pour ça que c'est pessimiste, c'est parce qu'effectivement, on peut toujours arrêter, on peut toujours changer. Et on pourrait avoir très peur aussi de voir la manière dont vous présentez la culture et la littérature, puisque la mère de Guillaume est professeure de français, et vous montrez qu'à la fin, ces gens-là ne sont plus payés, plus personne presque ne met d'argent dans l'instruction, et que ça c'est... Au fur et à mesure, l'éducation nationale s'effrite aussi, puisqu'il n'y a plus d'élèves. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est une société qui paradoxalement est toujours hyper connectée, mais n'a plus de mémoire. Et c'est pour ça que j'accorde une importance, c'est pour ça que Guillaume est un poète, c'est pour ça que Guillaume est fou d'Apollinaire, c'est pour ça qu'il baptise cette petite fille qu'il trouve Lou, c'est que justement la poésie c'est aussi un moyen de, après avoir décapité un bougeur, c'est bien aussi de lire un poème pour prendre un peu de recul, quoi. Voilà. Et ils se baladent toujours avec leurs livres
dans la poche. Voilà, il y a 2 livres qu'ils ont tout le temps, c'est la Pléiade d'Apollinaire et l'Odyssée. Et là, on retrouve le roman Mermoth d'Aurélie Wallenstein, puisqu'il y a aussi quelque part une Odyssée dans le vôtre. On sent les influences des classiques, on sent, je ne vais pas donner le mot de la fin, mais on sent des influences peut-être Moby Dick de Herman Melville, Cro-Blanc, des lectures qui ont dû vous former plus jeune. Oui, assurément, Cro-Blanc, L'Appel de la forêt, les romans de Jack London ont été très importants. Pour moi, je les ai lus très jeunes et m'ont beaucoup marqué. L'Appel de la forêt, j'ai une version complètement éclatée chez moi parce que je l'ai lu 10 000 fois. Moby Dick un peu moins parce que bon, la chasse à la baleine, c'était... quand je l'ai lu, voilà, j'ai eu du mal. Juste, je voudrais rebondir sur ce que tu disais. Effectivement, le genre du post-apocalypse, il est à la mode, mais c'est aussi parce que les réponses politiques sont faibles. Donc, je crois que c'est en train d'émerger très fort. Et notamment, Mer Morte, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, mais ça répond à une sorte de courant qui est en train d'émerger, que c'est la climate fiction. Les fictions autour du climat et du dérèglement climatique. Et c'est vrai qu'il y a des bouquins qui sont en train d'arriver sur ces sujets-là, mais je pense que c'est vraiment en écho avec l'actualité, avec les préoccupations des gens. Et ce que je voulais dire aussi, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est on n'est pas des documentaristes, on n'est pas des prophètes, on n'est pas des journalistes non plus, on est des romanciers. Et je crois que nous, on va essayer de faire passer des choses via l'émotion, via l'empathie avec les personnages, via l'identification avec les personnages. C'est ça qu'on essaie de porter et que les gens soient finalement émus à travers nos histoires. Et c'est ça qu'ils vont retenir, parce qu'ils vont retenir des personnages. Parce que c'est vrai que à la télé ou dans les journaux, on voit des chiffres, par exemple des chiffres qui sont vertigineux, comme chaque année on mange 1000 milliards de poissons, enfin c'est complètement fou, quoi. Mais en même temps c'est très abstrait ce chiffre-là, tandis que de l'illustrer à travers une histoire, c'est ça qui va avoir peut-être plus d'impact. Raphaël Bott, oui. Si je rebondis aussi sur ce que tu dis, Aurélie, parce que pour moi, la force du reportage, c'est aussi cette narration qui emprunte des codes à la fiction. Et en tous les cas, pour des jeunes lecteurs, c'est mon envie de leur faire découvrir ce style journalistique. C'est aussi parce que pour leur parler du monde qui les entoure, et dans une histoire, même elle est réelle, et il y a quand même des personnages qui se dégagent, et j'espère une émotion et une empathie qui se créent. Donc c'est cette forme, en tous les cas, journalistique, et aussi, a aussi une force dans cette narration, quoi. Alors, qui écrit dans Dong ? Est-ce que vous demandez justement à des plumes, à des auteurs de faire des petites nouvelles, ou c'est uniquement des journalistes ? Il n'y a pas de fiction. L'ADN, c'est vraiment la non-fiction, là, pour le coup. Donc, il n'y a pas de fiction. En plume, peut-être, il y a plein de journalistes indépendants, freelance, qui nous proposent des sujets d'un peu partout. L'idée, c'est aussi que les lecteurs se rendent compte qu'un reportage, c'est aussi le regard d'un auteur, avec sa subjectivité, sa plume. Donc, j'espère surtout qu'on n'est pas formaté. Et quand les journalistes me disent « Mais est-ce qu'il y a un style Dong et tout ?» J'ai tendance à leur dire « Mais non, surtout pas. Toi, tu t'en empares et tu racontes ton histoire avec ton regard. Et après, s'il faut jouer au jeu des synonymes pour que ça soit plus simple, on le fera ensemble. Mais approprie-toi vraiment le sujet. » Il y a là, au prochain numéro, dans le 5, il y a Marie Desplechin qui va avoir une chronique et qui s'adressera justement à chaque fois une lettre à Greta Thunberg. Donc là, c'est sous forme de chronique où elle se met un peu dans la peau d'une femme qui pourrait être sa grand-mère et son allié, voilà, et avec un sacré coup de griffe. Et puis il y a aussi quelques auteurs qui sont des ados, voilà, puisqu'il y a une correspondance entre deux ados étrangers à chaque fois. Il peut y avoir aussi les parents, je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps. La lettre aussi corrigée. Voilà. Moi qui m'a beaucoup amusée, et j'ai montré à mon fils cette rubrique, et c'est vrai que c'est celle qui l'a le plus amusé comme ça en feuilletant, avec des corrections d'un enfant sur la lettre de sa maman. Et là, c'est un père. Parce qu'il n'y a pas que les mères qui se font revoir et corriger. Il y a aussi les mères, les pères. Et là, dans le dernier numéro, c'est un père qui a écrit un texte et c'est son ado et les enfants Naël. Sont sévères avec leurs parents. Mais oui, quand même. Alors, quelquefois, ils sont tendres, mais pas seulement. Hein. Vous avez une préoccupation écologique affichée dans Dong, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un reportage une fois de temps en temps, c'est quelque chose qu'on va retrouver à chaque numéro. Ça, c'est une préoccupation majeure qu'on entend dans les romans. Et donc, en fait, on est loin d'une mode. Finalement, c'est quelque chose qui est inscrit dans notre quotidien maintenant tout le temps.
Et ça faisait partie de l'ADN quand vous avez décidé de créer cette revue. Même, on s'est même dit à un moment donné, est-ce qu'on se met que sur ce thème-là? Après, on veut que ça reflète le monde, mais évidemment que c'est l'ADN. Ça serait bien si c'était qu'une mode, mais malheureusement, c'est pas une mode. Hein. C'est aussi parce que c'est plus qu'une préoccupation. Donc, est-ce que les militants écologistes sont des héros pour la jeune génération? Est-ce que tous les trois, vous avez l'impression que maintenant, ce sont eux, les gens qu'on a envie de suivre, les héros modernes? Ça, dans les classes, ils en parlent tout de suite, ça vient tout de suite dans leurs idées de sujets. Ils sont très nombreux à bien sûr connaître Greta Thunberg, mais c'est un peu un raccourci de toujours dire qu'ils la connaissent et que c'est leur héroïne. Ça serait vraiment limite un peu trop simple pour nous les adultes de tout d'un coup. Voilà, moi je me suis retrouvée dans des classes de 4e où ils la connaissaient pas et ils avaient des préoccupations tout à fait réelles, sincères, et ils étaient loin d'être idiots. Donc c'est moins uniforme que les médias pourraient nous le faire croire. Ça, je tiens à le préciser. Voilà. Aurélie, vous vouliez dire oui? Oui, en fait, quand vous avez cité ces personnes engagées écologiquement qui pourraient être des héros, moi j'ai pensé tout de suite à Paul Watson moi aussi, je pensais à Sea lui. Shepherd. Oui. Et ce que ces gens font, c'est tellement important. Oui, voilà, je porte les couleurs aujourd'hui. Et c'est quand même des gens qui s'opposent aux baleiniers, qui prennent des risques physiquement. Vous êtes déjà allé avec lui sur une intervention? Non. Moi, c'est vrai que je m'oppose pas aux baleiniers sur un Zodiac. Je suis derrière mon clavier, donc c'est pas du tout pareil. C'est une autre forme d'engagement, on va dire, que de passer par le texte. Mais voilà, je pense que c'est des figures très importantes et qui peuvent être très inspirantes pour la jeunesse. Jérôme Leroy, quel est votre sentiment sur cette question? Sur l'écologie sur le fait que les jeunes générations ont des héros vraiment parmi les militants écologistes? Oui, enfin, je sais pas si c'est pas. Oui, je pense plus comme Raphaël que c'est pas forcément systématique. C'est pas incarné à travers une ou deux personnes. Justement, je pense que c'est là que je voulais venir. C'est précisément avec des romans pseudo-reliés comme peut-être les miens, etc., qui permettent d'incarner ça de manière et de justement peut-être aller voir du côté de l'actualité et commencer à s'apercevoir que une multitude de combats écologiques sont en train de se mener. Après, ça c'est purement personnel. J'ai tendance à penser que si c'est l'écologie est la mère de tous nos problèmes, ça se manifeste de manière parfois très concrète, c'est-à-dire que ça crée un univers global. Je veux dire, par exemple, moi je suis très sensible aux inégalités qui se creusent, aux inégalités entre le nord et le sud, entre les riches et les pauvres, et de s'apercevoir comment, là encore, parce que je suis en train de réfléchir à toutes ces questions-là, comment l'écologie peut devenir un business, c'est-à-dire comment l'écologie peut être ce qu'on appelle le greenwashing, par exemple, comment, c'est-à-dire laver vert, comment toute une série d'entreprises pourront nous vendre la décroissance. C'est-à-dire nous vendre la décroissance, nous vendre l'écologie en disant on a des nouveaux matériaux et en fait prendre ça en charge. Alors que si ce n'est pas une prise citoyenne, ça va revenir au même. C'est-à-dire que de toute façon, effectivement, les meilleures protections environnementales seront pour les pays riches. Et même si ça... Voilà, comme il faut éviter un effondrement global avant tout, il va falloir effectivement apprendre à décroître de manière citoyenne, mais c'est-à-dire décroître de manière citoyenne, ça veut dire pas confier, pas déléguer la décroissance au capitalisme qui est capable, pour aller vite, de vendre à peu près tout et n'importe quoi, y compris la décroissance. Alors, vous me tendez une perche parce que justement j'allais vous demander quelles étaient les solutions, les pistes pour sortir de ces scénarios assez apocalyptiques, puisque dans vos romans vous insistiez au début pour dire que ce n'était pas uniquement une dystopie, que ce n'était pas uniquement noir, mais qu'il y avait quand même des poches d'espérance, notamment l'amour qui peut naître entre des êtres humains, même en position de survie, parce que vous et René Wellenstein, vous êtes complètement dans la survie aussi. Alors, est-ce que vous pensez qu'un retournement est encore possible ? Moi, j'aimerais... Non, vas-y. J'aimerais qu'on évite, comme dans le roman, que 90% de l'humanité disparaisse pour qu'on reconstruise quelque chose qui, en gros, ressemble pour moi à... ça sera dans le 3e volume, mais en gros, ce qu'on appelle une utopie. C'est étonnant comment le mot utopie est devenu presque un gros mot aujourd'hui.
C'est-à-dire que quand on dit à quelqu'un ah oui, mais ça c'est de l'utopie, c'est en gros, vous êtes un rêveur, etc. Or, l'utopie, ça consiste simplement à imaginer le meilleur système possible, le plus cohérent, et puis voilà. Donc en gros, pour aller vite, moi je pense que ça peut être quelque chose qui ressemblerait à une société qui aurait décru de manière soutenable, mais aussi des changements dans les rapports humains, parce qu'on ne fera pas sans. C'est-à-dire que précisément, par exemple, pour avoir été prof un bout de temps, l'école, elle est quand même, quoi qu'on en dise, fondée sur la compétition à un moment ou à un autre. Donc par exemple, envisager une société en termes de, simplement sans faire d'idéologie, en termes de coopération entre les individus plutôt que de compétition déjà, mais on a l'air de s'éloigner de l'écologie, pas du tout. À partir de ce moment-là, ça va commencer à avoir un rapport différent. Moi, je préfère l'idée de vivant, de parler de l'unité du vivant, de l'alliance du vivant, c'est-à-dire du fait que s'il y a un ensemble et qu'à partir de ce moment-là, si déjà on n'arrive pas à avoir une forme d'égalité, d'harmonie, de solidarité dans nos rapports humains, ça va être très très compliqué de le faire avec le reste du vivant. Voilà. Aurélie Wellenstein. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. C'est effectivement, moi en fait dans les romans, je parle de la déraison humaine, l'humain qui en fait s'exclut de la nature, de l'ordre naturel qui serait supérieur à cette nature, et donc de retendre la main en fait aux animaux, de se réallier, enfin voilà, d'être sur des rapports plus harmonieux. Et plus dans cette espèce de croissance infinie et illimitée qui amène à la folie. Hein. Vraiment, au niveau de l'alimentation, on le voit avec les élevages concentrationnaires pour l'élevage, les poules, le bétail, etc. Et donc voilà, de se réconcilier avec notre nature profonde d'être humain au sein de la nature et pas supérieur, et des rapports égalitaires. Donc voilà, le mot égalité est vraiment très intéressant. Raphaël Bott, 1 minute pour conclure, si vous avez quelque chose à rajouter. 1 minute, juste si à notre humble position, on fait aussi naître des discussions et des contradictions et de se poser toutes ces questions-là dans ces jeunes esprits. Je pense que c'est aussi une manière de construire, c'est peut-être un peu utopique ou cucu ce que je dis, mais en tous les cas, pour moi, c'est une manière de revoir, de préparer notre société, en tous les cas. Voilà. Vous avez là autour de vous des sujets de discussion et de reportage pour vos prochains numéros. Peut-être qu'on retrouvera Aurélie Wellenstein et Jérôme Leroy dans Dong dans 6 mois ou 1 an. Je voulais vous montrer la une du prochain. Il n'y a même pas encore le logo ni rien, mais je trouvais que le dessin, l'illustration envoyait beaucoup de pistes sur justement les questions dont on parlait. Donc on voit New York, une rue New York avec un ours polaire qui est dans les rues de New York. Voilà. Donc, hashtag décroissance. Hein. Écoutez, merci, on va y réfléchir. Je vous laisse repartir sur vos stands et puis vous pouvez aller rejoindre donc, les auteurs pour une signature. Merci à tous les 3. Merci.